Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Et on va sans plus tarder retrouver Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, bon début de semaine. Ça devient inquiétant, cette violence politique, je pense qu'il faut l'appeler comme ça aux États-Unis. 2 tentatives d'assassinat contre le même candidat à la présidence en 2 mois. Hier, il n'y a pas eu de coup de feu tiré en direction du président, mais il semble y avoir quelqu'un qui était vraiment prêt à le faire, là. Embusqué à quelques centaines de mètres là où il se trouvait, sur son terrain de golf, apparemment jamais arrêté avant qu'il ne se rende là, armé d'un pistolet mitrailleur AK-47 avec une caméra GoPro peut-être pour filmer son exploit. C'est un agent des services secrets qui précédait l'équipe du président et qui a vu le canon d'une arme à distance dans les bosquets et qui a commencé à tirer. Il s'est immédiatement enfui. Il a été rattrapé éventuellement sur l'autoroute 95 parce que et sa plaque d'immatriculation et son véhicule avaient été photographiés par quelqu'un alors qu'il quittait les lieux. Tu disais, ça devient de plus en plus inquiétant. Je suis tenté de dire que c'est inquiétant. Il n'y a aucun doute. La violence politique aux États-Unis, c'est rien de nouveau. D'ailleurs, quand on compare, on se rend compte qu'il y a eu des périodes peut-être encore plus sombres. L'année 68, on en l'a souvent souligné quand il y a eu l'attentat à Butler. Le candidat Kennedy, Robert Kennedy, qui était à ce moment-là candidat à l'investiture du Parti démocrate, Martin Luther King. Il y a George Wallace, aussi candidat au présidentiel, qui en 72, si ma mémoire est bonne, a été tiré à bout portant, a fini sa vie en fauteuil roulant. Jack Kennedy, évidemment, qui a marqué les esprits de tout le monde. Donc, il y a eu des périodes de turbulence politique, il y a eu des périodes de violence politique aux États-Unis dans les années 70, c'est pas souvent rapporté, mais c'est des milliers de bombes qui sont posées, qui explosent, avec très peu de morts par ailleurs, mais il y a des mouvements politiques, les Weather Underground et d'autres, qui très activement travaillent à, je dirais, déstabiliser les États-Unis. Aujourd'hui, on est dans une autre période de, je dirais, fragilité extrême d'un côté et de violence réelle. Kathy Gifford, en 2011, la congresswoman, pas très loin de chez moi, où j'ai vécu longtemps à Tucson, dans une épicerie, qui a été atteinte au cerveau. Il y avait eu plusieurs blessés, quelques morts. Madame Pelosi, qui était absente de chez elle quand quelqu'un s'est présenté à la porte, mais c'est son mari qui a écopé. Des républicains qui étaient une partie de balle molle, pas très loin du Congrès, et qui ont été les victimes d'un tireur fou. Donc, il y a cette violence politique. Puis Mario, je tentais de dire que dans le contexte de M. Trump et des élections et de la tension vive, j'ose pas imaginer ce qu'aurait été ou ce que serait la situation s'il fallait qu'il soit assassiné. Ouais. Ce qui soulève la question des Secret... c'est ça, ce qui soulève la question des Secret Service, parce que dans le premier événement, là, je ne sais pas ce qu'on dira de celui-ci, c'est sur son terrain de golf, ils sont un trou devant lui, là, ce qu'on voit que les Secret Service marchent un trou devant lui, et dans ce cas-ci, ils ont vu et ils ont agi, donc on pourrait voir ça comme un succès, mais... C'est ça, un agent relatif. A vu, c'est ça, parce que c'est normal qu'un individu s'approche autant armé. Dans le cas de l'événement précédent, ça avait l'air carrément d'être un cafouillage des Secret Service, là. Il n'y a aucun doute, c'est un cafouillage. La patronne a été obligée de démissionner après avoir obstinément dit qu'ils avaient fait tout ce qu'il était possible de faire. Et c'est ce qu'on devrait apprendre peut-être cette semaine, parce que le Congrès fait enquête depuis cette époque pour savoir ce qui s'est passé, pour tenter d'expliquer ces cafouillages. Je suis pas sûr même que l'expression, le mot cafouillage décrit ce qui s'est passé en juillet à Butler, en Pennsylvanie, quand un jeune homme d'une vingtaine d'années a pu grimper sur un toit après avoir été vu par les policiers qui étaient autour et tiré à quelques reprises sur le candidat Trump. Et ce que ce comité qui fait enquête a commencé à comprendre, et comme je le disais, ça risque de fuiter cette semaine, ça a déjà fuité un peu la semaine dernière. D'abord, dans un premier temps, il y avait aucune communication entre les services secrets qui sont responsables de la protection rapprochée du candidat Trump, mais aussi de l'ancien président qu'il est. Tous les anciens présidents ont droit à une sécurité, à une protection des Secret Service. C'est vrai pour le président Carter, c'est vrai pour M. Obama, c'est vrai pour M. Clinton, c'est vrai aussi pour
en général, les candidats qui font campagne au présidentiel, parce qu'on estime à ce moment-là qu'il y a des menaces potentielles, c'est le président en fonction qui décide de ce que oui ou non on donne de la sécurité, de la protection. Robert Kennedy Jr., par exemple, pendant longtemps a fait campagne sans aucune forme de protection. Le fils d'un ancien candidat qui a été assassiné, qui la demandait, et finalement, ça lui a été accordé il y a quelques semaines. Depuis, il a choisi de renoncer à la campagne. Mais je reviens à l'enquête. Ce qu'on sait, c'est que les services secrets américains n'avaient aucun centre de commandement qui leur permettait en temps réel d'être en communication avec les policiers locaux qui avaient la responsabilité du périmètre le plus éloigné, c'est-à-dire entre autres de l'édifice sur lequel s'est retrouvé le jeune tireur qui a pu, à quelques occasions, donc faire feu sur l'ancien président Trump. Aucune forme de communication. C'est absolument inexplicable. Au matin de l'événement, la stratégie déployée par les services secrets, c'était de faire en sorte qu'il y ait peut-être des structures, sinon un drapeau qui aurait permis de voiler la vue entre le toit et la scène où se trouvait M. Trump. Parce qu'on avait donc compris qu'il y avait là un potentiel danger, mais pas suffisamment pour se dire on va laisser quelqu'un de nos hommes ou de nos femmes sur le toit. On a simplement tenu pour acquis qu'il y aurait un moyen de déployer quelque chose qui ferait obstruction. Ils sont arrivés sur place, on dit il n'y a rien de la sorte. La police locale n'a pas pu déployer une voiture, dit-on, près de l'entrée de cet édifice, ce qui est aussi apparemment impensable, sinon improbable. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a au sein de l'équipe qui protège M. Trump des difficultés à répétition depuis un certain temps parce qu'il y a surmenage. Les hommes et les femmes qui sont chargés de le protéger sont à bout de ressources. Il n'y a pas suffisamment de ces gens des Secret Service pour assurer une protection compte tenu de ce qu'est le danger dans les circonstances actuelles et du personnage polarisant qu'il est. Puis revenons donc à ce qui s'est passé hier. Heureusement, aucun danger. Apparemment, il était assez loin. Il n'y a pas eu de coup de feu tiré dans cette direction. Mais comment expliquer que c'est l'œil vigilant d'un agent à la toute dernière seconde qui a vu le canon qui a permis d'éviter le pire? Comment se fait-il que tu peux aller... Il y a une autre question qui se pose. Parce qu'il semble qu'il n'y a pas d'agenda officiel, c'était pas annoncé, ça n'a pas été dit dans les médias. Comment l'individu savait que Donald Trump allait jouer? Alors, on dit soit qu'il y a un complice dans le club de golf, soit qu'il y a quasiment un complice dans les Secret Service, mais les deux seuls endroits où quelqu'un pouvait savoir que Donald Trump s'en venait, c'est dans le club de golf ou dans les Secret Service qui, eux, ont été avertis pour des fins de sécurité, mais il semble que cette partie de golf, quelques heures avant, c'est planifié la dernière minute, là. Oui, et c'est, j'allais te le dire, la dernière affaire, évidemment. Même chose pour ce qui s'est passé à Butler. Comment expliquer que quelqu'un ait pu circuler si longtemps, être vu, y compris avec une arme, sans qu'à aucun moment il y ait eu une meilleure communication entre tout le monde pour, après l'avoir identifié, l'arrêter et tenter de savoir où est-ce qu'il s'en allait. Même chose dans ce cas-ci, comment se fait-il que quelqu'un ait pu aller s'embusquer sans qu'il y ait apparemment de problème sur un terrain de golf qui est celui de M. Trump, mais qui doit être, j'imagine, au fil du temps, hyper quadrillé. Tu dis, il doit y avoir des caméras de sécurité, il doit y avoir peut-être une surveillance drone. Même question d'ailleurs pour Butler. Comment se fait-il qu'il n'y avait pas de surveillance drone assurée par les services de renseignement qui aurait permis immédiatement de voir qu'il y avait quelqu'un sur le toit? Donc, est-ce qu'il est possible, c'est un coup de chance, ce monsieur Ruth qui serait arrivé d'Hawaï, se serait installé dans les parages du club de golf, puis au moment parfaitement opportun, aurait vu peut-être arriver le cortège du président, se serait dit, je vais aller m'embusquer. Alors, toute forme de spéculation nous amène évidemment à des théories de complot qu'on est incapable de prouver, mais c'est d'ailleurs l'enjeu, c'est pour ça que l'enquête du Congrès est si importante. Ça fait depuis 1963 qu'on pose des questions et qu'on n'a pas de réponse satisfaisante sur l'attentat du président Kennedy. Je pense qu'il y a une obligation de résultats et de réponses fermes pour ceux qui font enquête en ce moment, pour faire taire toutes les hypothèses, parce que deux en deux, qu'on se soit rendu si près du candidat Trump dans une élection qui, on le sait, est potentiellement... Tout le monde danse sur un baril de poudre, Mario. Tu le sens, on le voit. S'il fallait qu'il arrive quelque chose, je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait donner, mais c'est clairement extraordinairement explosif. Et à répétition, on se rapproche d'un homme qu'on sait menacé et
encore une fois, tant mieux, rien de grave n'est arrivé, mais c'est proche de l'inexplicable. On a eu cette conversation, et je termine là-dessus, sur des questions qui nous laissent un peu sans voix. Comment se fait-il que des astronautes puissent être mis en orbite autour de la Terre avec une fusée produite par Boeing, mais qu'on ne peut pas les ramener de façon sécuritaire? Comment se fait-il que les ingénieurs les plus compétents de l'armée américaine ne soient pas capables de construire un quai près de Gaza pour débarquer de l'aide humanitaire? Comment se fait-il que les gens qui sont théoriquement dans le monde les plus compétents pour protéger des dirigeants politiques, à répétition, aient de pareils ratés? C'est bluffant. Mais l'explication ou la part d'explication, là, je reviens au 13 juillet, là, c'est dans la même parenté que ce qu'on avait donné comme explication lors de la tentative d'assassinat contre Pauline Marois, là, qui avait été évitée parce que le fusil s'était enrayé. Mais c'était exactement ça. On disait le SPVM, le service de police de la Ville de Montréal, était en charge du périmètre. Donc, pas à l'intérieur, mais du périmètre autour. Et donc, il n'y avait pas de véritable communication ou coordination entre ceux qui sont en charge de la sécurité de Mme Marois et ceux qui sont en charge du bâtiment autour. Là. Chacun est dans son silo. Mais c'est avéré, Mario. C'est-à-dire que ce que l'on sait de l'enquête, c'est qu'il n'y avait pas de communication entre les policiers de la Pennsylvanie responsables du périmètre extérieur et les gens des Secret Service responsables de ce qu'on appelle la bulle. C'est non seulement inexplicable, c'est une carence grave. Parce que si tu confies à d'autres policiers le soin de sécuriser le périmètre extérieur, évidemment, il faut qu'en temps réel, tu sois capable de communiquer. À partir du moment où quelqu'un est vu avec une arme longue se promenant, la première des choses qu'auraient dû faire les services secrets, c'est d'arrêter l'événement, de fermer justement la bulle autour du candidat et de dire non, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas, qu'on a sécurisé le périmètre, Donald Trump ne parle pas. On arrête tout. Et c'est pas arrivé. C'est là que les esprits se mettent à gambader et à dire, y a-t-il des gens au sein de l'organisation qui voudraient la peau de celui qui le protège? C'est là que les conspirations, les idées de conspiration peuvent venir. Et je répète, c'était vrai le 13 juillet, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il va falloir qu'on donne des réponses convaincantes sur ce qui se passe au sein de l'équipe qui protège M. Trump. À demain, Stéphane. Au revoir. À demain.